Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Alors je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont des nouvelles têtes arrivées sur ce live. Déjà je vous souhaite la bienvenue. Nowanda, bonjour, Culture Linux, bonjour, et Silky55, bienvenue à toi aussi. J'espère que vous allez bien. On va reprendre comme d'habitude le petit live hebdomadaire. On va parler un petit peu donc pour les nouveaux venus et les nouvelles venues, on parle un petit peu de tech, on parle actualité, et puis j'ai choisi un petit sujet pour le live, un sujet un petit peu fil rouge. Et cette fois-ci, pour aujourd'hui, ça va être le C, et notamment la sortie du C23. Donc qui ne cesse d'approcher, qui n'en finit pas d'approcher d'ailleurs, la version donc 2023 du langage C, donc qui sortira a priori est prévue, et je vous jure que c'est pas une blague, le 1er avril 2024. Mais bon, cette version devait sortir déjà depuis un petit moment, mais j'en parlerai un petit peu plus loin dans le live. Salut Fred, Mister Happy to Dev, bienvenue donc dans ce live. Écoutez, sinon que dire, avant de démarrer un petit peu sur la partie actu, que tout va bien, j'ai envie de dire. Je voudrais remercier vraiment chacun et chacune d'entre vous qui avait poussé, qui avait regardé mon replay sur YouTube, parce que pour celles et ceux qui arrivent, tous les replays de live Twitch que je fais, je les mets en replay sur YouTube, comme ça permet aux gens qui n'ont pas pu être là sur ce créneau qui est un peu particulier. Le lundi midi, on va dire 12h15, 12h20, c'est pas forcément un créneau qui est évident pour tout le monde. Et donc c'est vrai que celles et ceux qui ça intéresse, je remets le replay sur YouTube. Et le replay de la semaine dernière a, pour ainsi dire, cartonné. Je vais regarder un petit peu les stats où ça en est là ici, mais franchement les vues ont explosé. Donc on en est à, si je ne dis pas de bêtises, on en est à 7230 vues. Ça a complètement explosé, alors que d'habitude, bon, je suis plutôt, on va dire, entre 150, 200, 250 vues en moyenne, plus ou moins, on va dire, aux alentours des 200 vues en moyenne de replay. La chose que j'ai faite par rapport à d'habitude, alors je le fais déjà depuis quelques lives. Maintenant je crée une miniature et je mets un titre plus parlant que l'apérothèque de telle date et telle date. Donc, et effectivement là j'ai mis une petite miniature et un titre un peu putaclic, et je dois avouer que ça a dû jouer énormément, parce que l'algorithme YouTube semble avoir placé mon replay de live dans le fil YouTube de beaucoup de gens, et ça a amené beaucoup de nouveaux viewers, j'ai envie de dire, et beaucoup de nouveaux abonnés. Donc merci pour ces nouvelles abonnés, ces nouveaux abonnés. Merci pour les commentaires que vous avez laissés sur ma vidéo. C'est toujours très constructif d'avoir des commentaires, et de pouvoir échanger un petit peu sur ces sujets. Donc voilà, moi ça me fait plaisir. Bon, il n'y a pas de quoi non plus encore partir à Dubaï et être riche à millions, mais et puis c'est pas du tout l'objectif, puisque je rappelle que cette chaîne Twitch n'est pas monétisée. La chaîne YouTube ne l'est pas non plus, ni aucun de mes comptes de réseaux sociaux ne le sont, donc moi je fais ça juste pour partager, et moi ça me fait plaisir quand on partage tout ça tous ensemble. Salut René, salut Metal Amstrad, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je voulais vous remercier, parce que franchement, et notamment pour les nouvelles venues, ça me fait plaisir d'avoir des nouveaux followers et des nouveaux viewers par rapport à cette chaîne, et j'espère aussi que le format vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dropper de temps en temps dans les commentaires les sujets que vous voudriez voir traités, si je peux les traiter, évidemment. A priori, vu que je traite de beaucoup de langages et de beaucoup de systèmes, sauf si vraiment je connais pas du tout le sujet, je peux tenter de le traiter d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dropper de temps en temps des sujets que vous voulez voir traités. Vous savez que moi, je fais ça un petit peu au gré de ma veille, voilà, et je choisis un petit peu tous ces sujets, un petit peu comme ça. Voilà, salut Ribose, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Donc, je vous demande juste un instant, parce que je suis toujours encore un petit peu enrhumé, et je vais vous épargner un petit peu ça. Donc juste 2 secondes, je reviens tout de suite. Me voilà. Donc
Eh ben, écoutez, on va reprendre les bonnes petites vieilles habitudes. Je vais vous partager mon écran et je vais vous annoncer donc la sortie de Linux 6.8 Release Candidate 2, donc qui est sortie hier, comme à son habitude, tous les dimanches. Tous les dimanches, une nouvelle version, une nouvelle Release Candidate de la part de Linus. La semaine dernière, je vous avais parlé que la 6.8 serait une version un petit peu moins grosse que la 6.7, parce que la 6.7 a été une version quand même assez importante en termes d'évolution, en termes de pilote, en termes de beaucoup de choses. Là, sur la 6.8 RC1, la semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose de particulier finalement à noter. Linus Torvald le disait lui-même, eh bien, salut FX, Linus Torvald lui-même disait que, en fait, c'était cette fenêtre d'intégration était un petit peu plus calme que d'habitude, mais sans plus. Là, on voit que, hop, je zoome un petit peu pour ceux qui sont sur smartphone. Linus vient de nous annoncer que par rapport à la Release Candidate 1, il y a eu quelques petits bugs un petit peu ennuyeux par rapport à la Release Candidate 1. Il y a eu un petit problème sur tout ce qui est AMD GPU, un petit problème de scheduling qui a pu entraîner on va dire un freeze du desktop, mais qu'on pouvait éventuellement récupérer. La plupart des gens, ce qu'ils faisaient lors de leur test, ils rebootaient la machine. C'était beaucoup plus facile. Il y a eu aussi un petit bug sur BetterFS avec l'algorithme de compression ZSTD sur les extents. Bon, il n'y a pas grand chose de particulier, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu douloureux d'avoir des régressions sur des systèmes de fichiers. Ça a été identifié, ça a été corrigé, donc il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Ce que dit Linus pour terminer, c'est que il espère qu'il y aura des choses un petit peu plus stables sur le cycle de release quelque part. Et puis il y a encore d'autres fixes qui arrivent. Il y a encore des petites choses. Je le sais, je l'ai vu passer un petit peu dans les fils de discussion, des petits bugs qui arrivent, des petites corrections. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, sur cette version, il n'y a pas grand-chose de particulier. Par rapport à la version 6.7, c'est quand même beaucoup plus calme. Ce qui est un peu normal, la 6.7 avait été quand même une très très grosse version. Donc, comme je rappelle sur la 6.8, il y a quelques évolutions au niveau système de fichiers qui arrivent, quelques évolutions au niveau différents de pilotes de périphériques, des nouveaux pilotes qui rentrent dans le noyau, mais voilà, pas de grands changements architecturels comme on a pu le voir dans des versions précédentes. Voilà pour la version 6.8 RC2. Je voulais aussi vous parler de la sortie, je vous partage ça à l'écran, de Wine. Wine, donc, qui est la couche d'exécution Windows pour Linux et Unix de façon générale. Donc la version 6, pardon, je suis désolé, je suis encore un petit peu enrhumé. La version 9.1 qui vient de sortir. Elle est sortie, je ne sais plus, hier, avant-hier. On est combien ? Le 29, c'était avant-hier. Donc la dernière version stable, c'est la version 9, que j'avais d'ailleurs annoncé sur Twitter, qui arrivait avec pas mal de nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau de la couche graphique, et notamment au niveau de la couche graphique accélérée 3D. Mais voilà, il y a quelques petits bugs qui ont été découverts entre-temps. Donc la version 6.1 vient d'arriver, qui est une version de développement. Je le rappelle, c'est pas une version stable proprement dit. Donc elle arrive avec quelques petits correctifs. Vous pouvez évidemment l'utiliser, puisqu'elle arrive avec quelques correctifs sur la version 9. Globalement, ce qui est à noter, surtout sur la release note de cette version 9.1, il y a eu beaucoup d'améliorations sur les systèmes d'entrée. Donc les systèmes d'entrée en termes de langue, par exemple tout ce qui est les input systems type kanji, donc japonais, chinois, arabique, etc., etc. Donc il y a eu pas mal d'améliorations sur ce qu'on appelle donc les input méthodes. Une amélioration sur la gestion des clés d'Iffy-Hellman, un meilleur support de la détection du clavier avec le mapping Dvorak. Dvorak, je le rappelle, est un mapping de clavier au même titre que AZERTY, QWERTY et d'autres Bepo, ce genre de choses. Donc Dvorak est un layout de clavier qui est assez ancien, il existe depuis super longtemps, mais je dirais qu'il est finalement peu répandu. Je ne crois pas en avoir vu depuis au moins 20 ans. Mais
le support est toujours là, comme par exemple les distributions Linux supportent un nombre assez considérable de mapping clavier, Wine aussi supporte aussi ce type de mapping. Et un certain nombre de corrections de différents petits bugs, rien de plus que ça à noter. Évidemment, si vous voulez aller voir les changements, il suffit d'aller sur la page ad hoc et vous allez voir un petit peu tous les comics qui sont passés sur cette version. Donc si ça vous intéresse, allez voir, il y a du réseau, il y a de la 3D, il y a les input méthodes, il y a pas mal de choses. Donc voilà. Donc Wine continue son petit bonhomme de chemin et c'est plutôt pas mal. À noter que Wine quand même est un logiciel qui est quand même assez ancien, qu'il a vocation donc c'est pas un émulateur en tant que tel, parce qu'on dit souvent Wine c'est un émulateur Windows, alors pareil par abus de langage, mais Wine est plutôt une couche d'exécution Windows sur des systèmes qui sont Linux ou POSIX, voilà, de façon générale. Donc ce que va faire Wine, il va intercepter les appels système qui sont spécifiques à Windows et pouvoir les mapper ou les exécuter via une couche qui a été redéveloppée, voilà, des couches pour implémenter tous ces appels système et ces appels de librairie, de bibliothèque, voilà, mais c'est pas un émulateur en tant que tel, c'est-à-dire il va pas émuler les instructions du CPU, donc le flux d'exécution va s'exécuter tel quel, et ce sont vraiment toute la partie appel système qui vont être interceptés puis redirigés vers des implémentations qui sont propres à Wine. Donc Wine est là justement pour pouvoir essayer de faire en sorte que des logiciels Windows ou des jeux qui fonctionnent que sous Windows puissent fonctionner sur des systèmes qui ne sont pas Windows. Voilà. Salut Quistops, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Voilà pour Wine. Wine, il n'y avait pas grand-chose de plus à dire par rapport à ça. Sachez qu'il y a Proton aussi qui existe, qui est une implémentation de Wine, voilà, qui est très orientée gaming, donc qui permet aussi de pouvoir exécuter un nombre considérable de jeux. Et Wine permet aussi déjà de pouvoir exécuter un nombre assez important de jeux vidéo et aussi donc de logiciels qui sont natifs Windows et Windows toutes versions confondues. Bien sûr, tout n'est pas parfait. L'échange que j'avais eu aussi assez récemment sur les réseaux sociaux, c'était de dire Office, il y a encore des trucs qui marchent pas bien, patati patata. Ce qu'il faut savoir, c'est que les produits Microsoft, lorsqu'ils sont développés par Microsoft, ils utilisent un certain nombre de bibliothèques ou de fonctionnalités cachées de Windows, donc qui ne sont pas exposées, qui ne sont pas publiques, et dont ils se réservent l'implémentation. Et c'est pourquoi les logiciels Microsoft, et notamment Office, sont toujours assez difficiles à faire fonctionner sur autre chose que Windows. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que tous ces appels de fonctionnalités, de bibliothèques, d'appels système, etc., sont vraiment traités par reverse engineering, par décompilation, par analyse de comportements en boîte noire. Donc c'est toujours assez difficile à reprogrammer des comportements qui fonctionnent correctement, alors qu'on n'en a pas du tout le contrat. C'est-à-dire on n'a pas le contrat des bibliothèques, on n'a pas le contrat, c'est-à-dire l'API en tant que tel, l'API qui permet de dire bon bah voilà, j'appelle telle fonction elle s'appelle comme ça, elle fait telle fonctionnalité, voici les conditions d'entrée, voici les conditions de sortie. Donc il y a un certain nombre de fonctions qui sont propres à Microsoft et qui ne sont utilisées que par Microsoft dans le cadre de développement de produits Microsoft. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, et parfois on voit aussi que d'autres éditeurs voudraient pouvoir utiliser un certain nombre de ces fonctionnalités, mais Microsoft s'y refuse. Voilà. Donc c'est un point important de dire, si vous avez un soft, par exemple Microsoft notamment, qui ne fonctionne pas bien sous Wine, parfois c'est pas le fait que les développeurs sont nazes ou que les développeurs veulent pas le supporter, c'est que c'est très 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 difficile à implémenter. Ça permet de rebondir aussi sur le point souvent qui est lié au noyau Linux, où les gens disent Linux c'est nul, il y a tel pilote qui n'existe pas pour tel périphérique que j'ai acheté, ça fonctionne pas sous Linux, patati patata. Les développeurs ils sont nazes, etc. Non, les développeurs ils sont pas nazes. Les développeurs, la plupart du temps, pour faire fonctionner un matériel, un périphérique dans le noyau Linux, pour pouvoir développer le pilote, la plupart des gens travaillent par reverse engineering. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fabricants, et je l'ai déjà dit dans de nombreux lives et je le redis là, les fabricants de matériel cachent leurs spécifications, ne partagent pas leurs spécifications, et donc les développeurs de périphériques n'ont d'autres moyens que soit le fabricant du matériel est un peu sympa et puis il met un développeur à développer un périphérique qui fonctionne, un pilote de périphérique qui fonctionne plus ou moins bien, ou alors
c'est que les développeurs, ils font du reverse engineering pour voir comment la carte réseau ceci ou la carte graphique cela fonctionne. Je rappelle que par exemple pour le pilote nouveau, qui est l'implémentation d'un pilote pour les cartes Nvidia sous Linux, donc est parti de zéro uniquement par reverse engineering. Voilà. Donc ça remet un petit peu les choses en perspective. Je pense que si les fabricants faisaient preuve d'un peu plus de transparence auprès des développeurs noyaux, des contributeurs du noyau et notamment ceux qui développent les pilotes, ce serait beaucoup plus facile. Il y aurait un support qui serait un peu plus étendu. Ou alors que les fabricants fournissent par défaut un pilote pour Linux comme ils le font aujourd'hui pour Windows et parfois, pas toujours, parfois pour Mac. Là, j'ai réussi à drifter tout seul sur un sujet, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Je m'auto-drift moi-même. J'ai partagé ce matin une petite news qui va me permettre de rattraper un petit peu mon fil rouge. La petite news de ce matin, c'est pour parler de la bibliothèque CSTD. Donc, comme j'ai dit, bonjour et bon lundi. Si vous codez en langage C, vous pourriez être intéressé par CSTD, une réimplémentation de la STL, standard C++, mais en C. C'est un projet qui est encore tout jeune et qui a pour objectif de retrouver la plupart des classes, même l'immense majorité des classes et des conteneurs et utilitaires qui sont disponibles sous la STL. Alors, j'ai eu quelques réponses assez intéressantes. Du style mais à quoi ça sert, mais pourquoi faire ça, de toute façon il y en a certains autres qui m'ont dit ailleurs qui m'ont dit oui bah c'est naze, le C c'est en train de mourir. Non, c'est faux, d'ailleurs on en parlera juste après. Salut Joël, bienvenue. Et c'est surtout que pourquoi faire ce genre de choses, parce que la bibliothèque C standard ne propose pas propose finalement très peu de choses qui sont du niveau de la STL. Je rappelle que la STL, c'est la Standard Template Library. Elle permet donc d'apporter un certain nombre de fonctionnalités, notamment des fonctionnalités de conteneurs, donc de conteneurs au sens des vecteurs, des listes, des maps, des hashmaps ou ce genre de choses. Elle permet d'apporter un certain nombre d'utilitaires pour transtyper les objets, pour pouvoir faire des conversions en chaîne de caractères. J'en passe et des meilleurs, voilà. Donc la STL, c'est une bibliothèque qui existe depuis fort longtemps, près de 30 ans, et donc qui a pour vocation de faciliter la vie des développeurs applicatifs en apportant un certain nombre de fonctionnalités relativement standards en termes d'algorithmie. Voilà. Quand vous avez un vecteur, ça vous apporte un objet vecteur dans lequel vous pouvez stocker des données et sur lequel vous pouvez itérer, appliquer des algorithmes dessus, des algorithmes de tri, des algorithmes de recherche, etc. etc. L'avantage de la STL, c'est qu'elle est fort bien documentée et que sa documentation apporte un certain nombre de fonctionnalités qui sont communes aux différents types d'objets, aux différents types d'algorithmes qu'on va utiliser, ce qui permet de pouvoir, à moindre coût, pouvoir convertir un code qui utilise des vecteurs avec une liste avec une hashmap ou ce genre de choses, et de pouvoir appliquer dessus des algorithmes, quel que soit le type de conteneur, par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc, salut Littleback, bienvenue, puisque c'est la première fois que tu arrives sur ce live, je te souhaite la bienvenue, installe-toi, on parle de C. Et donc la STL est quand même fort pratique pour pouvoir justement implémenter un certain nombre de choses. Et malheureusement, le langage C, la bibliothèque standard du C, n'apporte pas un certain nombre de fonctionnalités, je dirais aussi poussées que la STL en tant que bibliothèque applicative. Voilà. Et donc je trouve assez intéressant qu'un développeur se dise tiens, je vais reprendre un petit peu les concepts de la STL. Alors pas tout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le C++ permet de faire donc de la généricité à base de templating, ce que ne fait pas le C aujourd'hui, mais dans une moindre mesure de pouvoir réimplémenter un certain nombre d'objets, de conteneurs et d'algorithmes directement en C avec les limitations du langage, mais qui permet de se dire bon bah voilà, si je veux utiliser un vecteur en C, un peu comme le fait la glib du projet GTK. Donc j'apporte un certain nombre d'objets, type des vecteurs ou des listes simplement chaînées, doublement chaînées, des priority queues, ce genre de choses, et donc de les mapper sur les mêmes fonctionnalités, les mêmes conventions d'appel. Voilà, que la STL. Donc ce qui permet donc d'avoir quelque chose, un ensemble qui est relativement cohérent, qui est plutôt éprouvé. Et puis un des apports aussi majeurs de la STL, c'est que tout ce qui est algorithmique, que ce soit en termes de conteneurs ou d'algorithmes, etc., tout a été calculé en termes de complexité algorithmique. C'est-à-dire que si
vous prenez un vecteur et on va vous dire dans la spec et notamment dans la documentation que par exemple l'insertion se fait en haut de 1, ou par exemple si on insère à la fin, ou si on fait une recherche ça va se faire en haut de n, etc., etc. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça donne aussi un driver sur le choix des conteneurs qu'on va pouvoir utiliser, de comment les utiliser, etc. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. À ma connaissance, il y a peu de bibliothèques, quels que soient les langages, qui apportent un tel niveau de détail. Alors évidemment, la STL n'est pas parfaite, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais elle est extrêmement complète et codée avec les STL, notamment depuis les versions C++ 11, 14, 17, etc. Il y a un certain nombre d'objets dedans et un certain nombre de fonctionnalités qui sont quand même extrêmement poussées et qui peuvent être utilisées à moindre coût assez facilement. Donc faire un petit peu cet effort de portage en C, je trouve ça plutôt intéressant parce que on se retrouve un petit peu lorsqu'on est dans de l'embarqué ou sur des projets où on ne peut pas utiliser C++ parce que ça n'a pas été voulu par les architectes du projet ou parce que techniquement on ne peut pas, etc. On peut apporter ce genre de bibliothèque dedans et pouvoir avoir une forme de bibliothèque un petit peu standard, voilà, pour gérer des choses qui sont à peu près standards et qui sont finalement, on peut les mapper sur la documentation d'ASL qui est déjà faite, voilà. Donc je trouvais ce projet plutôt intéressant. Je vais vous repartager le compte, le lien GitHub. Déjà, c'est un projet qui est tout jeune, donc qui a commencé il y a quelques jours, la semaine dernière, et il y a déjà beaucoup de choses, en tout cas qui étaient poussées d'un point de vue public il y a quelques jours. Je pense que le dev a commencé il y a un peu plus longtemps et le développeur a quand même fait l'effort de reprendre un petit peu l'architecture de la STL avec tous les algorithmes, etc., etc. Et donc je trouve ça plutôt intéressant. Si je prends par exemple l'objet string, on va se retrouver avec string.h, on voit que voilà, il a réimplémenté toutes les fonctionnalités qui existent donc pour la string, donc par exemple is equal, is less, is greater, compare, rfind, find, enfin tous les algorithmes qu'on retrouve dans la STL, il les réimplémente en C, et donc ça permet d'avoir quand même une bibliothèque en C qui est très cohérente puisque mappée sur celle du C++. Je pense que le projet n'est pas encore sans bug, hein, évidemment, puisqu'il y a peu d'utilisateurs, mais voilà, donc il y a un certain nombre de tests et de tests unitaires qui sont aussi livrés avec. C'est relativement simple à comprendre en termes de code, d'implémentation de code. Il a une approche très keep it simple stupid. Et donc voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal. Hey, salut Thierry, tu passes pendant que tu manges vite fait et tu vas faire un calme. Donc ça veut dire que tu streams juste après. Donc écoute, je vais essayer, ouais ça se passe bien, je te remercie. Je vais essayer de pas trop déborder et donc on va passer tout de suite sur le sujet fil rouge qui est le C23. Sortie du C23, je pense que c'est intéressant d'en parler. Le C23 donc n'est pas encore complètement sorti, hein. Le C23 donc c'est une standardisation du langage C avec un certain nombre d'évolutions qui sont prévues au cœur même du langage, donc des choses, des évolutions qui, comme tous les langages, vont rendre des choses dépréciées ou vont casser peut-être un petit peu de code. Là on passe, on avait le C89, on avait le C99, on avait le C11. Je rappelle que le noyau Linux commence à faire sa migration depuis quelques mois vers le C11 progressivement, et là on a le C23 qui arrive. Le C23 qui n'en finit pas d'être prêt. J'en parlais tout à l'heure, puisque ce standard du langage, beaucoup de gens, les comités de standardisation, ils travaillent depuis fort longtemps. Il était censé sortir en 2023. Or, il semblerait que là, le standard est prêt, il est plutôt dans une phase de relecture finale, et il devrait arriver normalement, a priori, croisons les doigts, en 2024, 1er avril 2024, et non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un poisson d'avril. Et pourquoi je parle du C23 ? Parce que l'autre jour, je suis tombé sur ce tweet de Daniel Lemire, donc, qui disait C23 a un C un petit peu meilleur. Et donc il a mis au travers d'une capture d'écran un petit peu quelques fonctionnalités, quelques nouvelles choses qui sont un petit peu marquantes sur le nouveau standard du C donc à venir, et des choses qui nous manquaient depuis assez longtemps et sur lesquelles on avait des contournements. Je vais les repasser un petit peu en revue.
Notamment, on va prendre les premières, par exemple if underscore underscore as include stdio.h, alors dièse include stdio.h. Aujourd'hui, ça a l'air d'être simple, d'être une fonctionnalité, on se demande pourquoi elle n'est pas là depuis longtemps, et c'est quelque chose qui était contourné notamment avec les outils, les autotools ou ces mecs qui permettaient de détecter, et si on a la bibliothèque, le header, l'entête, le fichier d'entête standard stdio.h, alors il nous générait un have, par exemple stdio underscore h, et on avait juste à faire dièse if ou dièse if dev have stdio h, alors dièse include stdio. Là, l'avantage, c'est que on n'aura plus besoin d'outils externes, notamment que ce soit CMake, les autotools, j'en passe et des meilleurs, pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est directement intégré dans le compilateur, dans la chaîne de compilation. Et donc ça va permettre de pouvoir gagner énormément de temps sur la phase de setup du code source et sur sa phase de compilation. Voilà. Salut Gizmo, quelle langue parle ce monsieur? Je ne sais pas, je pense que je parle C, mais je parle à peu près toutes les langues et j'essaye de... Je sais pas de quoi je parle, vous avez l'impression que je sais de quoi je parle, mais ça se trouve, je sais pas du tout de quoi je parle. Salut Fabien, bienvenue. Voilà, donc le underscore as include, c'est plutôt pas mal puisque c'est une directive de préprocesseur qui va permettre de pouvoir faire des choses de façon un peu plus simple qu'avant. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Sur la partie deprecated, donc là on commence à avoir des annotations de fonctions qui existaient déjà dans des extensions type GCC ou CLang, etc. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on commence à avoir des extensions, des annotations de fonctions, des annotations qui sont standardisées au niveau du langage et donc standardisées au niveau des compilateurs. Et ça fait du bien. Notamment le fait d'avoir par exemple crochet-crochet, deprecated, crochet-crochet, juste avant une fonction, ça va permettre d'informer à la compilation qu'on peut compiler par exemple la fonction f, mais lorsqu'on la compile, le compilateur va nous émettre un warning dans la console en disant attention, f est déprécié. Donc il va falloir, ça va permettre de pouvoir, alerter le développeur derrière en disant attention, j'utilise F et donc il va falloir peut-être prendre une solution de contournement, une réimplémentation ou ce genre de choses. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il y a d'autres types d'annotations qui sont assez sympas comme no discard. Typiquement, si je prends int g entre parenthèses int x et je fais return x plus 1, quand on voit où est utilisé g, là où il y a le curseur de ma souris, on dit G de 1, là on voit qu'on ne récupère pas le résultat. Et le no discard est assez intéressant parce qu'il y a des méthodes, des fonctions pour lesquelles on n'a pas envie que les utilisateurs jettent le résultat de la fonction, de l'appel de fonction à la poubelle. Notamment, il y a un certain nombre de fonctions système qui sont déjà taguées comme no discard, notamment avec GCC et ces langues, et des fonctions, des appels système comme read, write, par exemple. Read et write, lorsque vous utilisez read avec un compilateur récent, que vous ne récupérez pas le résultat d'un read, il va vous dire attention warning, tu récupères pas le résultat, s'il se passe quelque chose de mal, tu vas avoir un bug. C'est ça que ça veut dire. Donc pour des fonctions qui sont très très importantes et dont le résultat apporte une information significative, on peut taguer donc une fonction, on peut la décorer avec un no discard qui va permettre de dire j'oblige l'utilisateur de ma fonction à récupérer le résultat et donc à l'utiliser. Voilà. Et après, derrière, s'il ne l'utilise pas, dire explicitement au compilateur, par exemple en faisant un cast avec void, en disant explicitement je te dis que je n'utilise pas le résultat. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça passe, on verra peut-être avec Compiler Explorer après. Donc, ça c'est plutôt intéressant. Si je continue, là, le AutoX égale 0B1111. Non, enfin, depuis tout ce temps, pouvoir mettre des nombres en binaire dans le code. C'est C++11. Donc C++ le fait déjà depuis la version 11, donc d'avoir des constantes en binaire. Donc je rappelle qu'on a les constantes en décimales, 123, 42, 172, voilà. On a les constantes par exemple en octal, 0,73 par exemple, donc tout ce qui commence par 0 et ensuite des chiffres derrière c'est de l'octal. On a l'hexadécimal, 0x quelque chose, 0x f8 par exemple, mais on n'avait toujours pas la possibilité de pouvoir utiliser des constantes en binaire comme 0b1111 ou 0b101 par exemple. Et ça c'est quand même plutôt pas mal. Alors on s'en sortait la plupart du temps et ça vous pouvez le retrouver notamment dans le code source de la bibliothèque standard du SDK Arduino. On utilisait
des définitions avec des dièses define qui permettaient un petit peu d'émuler, j'ai envie de dire, de simuler la notation binaire, mais voilà, c'était un contournement. Là, l'avantage, c'est que ça permet de pouvoir avoir les constantes en binaire. Et sur cette ligne, vous pouvez notamment voir l'appel auto. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vient du C++. Et là, tout ce que je suis en train de vous dire, là, tout ce que je suis en train de vous expliquer, notamment les constantes binaires, le auto, tout ça, c'est très fortement inspiré du standard C++ depuis la version 11. Auto, ça permet d'avoir une inférence par défaut du compilateur, de dire, bon bah voilà, auto x, c'est-à-dire que je dis pas que x c'est un int, je dis pas que x c'est un short, je dis pas que x c'est un float, tout ce qu'on veut. X va prendre le type qui sera le type qu'on lui passera lorsqu'on va lui passer un nombre. Donc là, par exemple, 0b1111, par défaut, principe de la promotion entière, ça va être un int, donc x va être un int. Mais ça va permettre de pouvoir faire de l'inférence automatiquement par défaut dans du code sans forcément dire de façon explicite j'utilise le type tartempion pour taguer mon objet Toto. Voilà. Ça, c'est des choses qui existent donc, déjà dans C++ depuis la version 11, mais ça existe depuis fort longtemps, notamment dans des langages type C# avec la notation var par exemple. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir une inférence tout à fait intéressante. Aussi, on peut dire, quand on ne sait pas, nous en tant que développeurs aussi sur la ligne suivante, le type d'un objet particulier, on dit je veux créer une variable y mais qui est du même type que x. Et puis si j'en viens à changer le type de x, ça va changer automatiquement. Donc on peut dire type of de x. Ici, je vais dire que y vaut le même type que x. Type of de x, y égale. Et là, on a aussi une nouvelle façon de nommer les constantes qui est aussi totalement empruntée à C++ depuis la version 11. Donc, qui permet de pouvoir faire des définitions et des séparateurs dans les valeurs. Notamment, par exemple, là, on va dire 1 million, ce qui permet d'avoir les séparateurs de centaines, de milliers, etc. etc. Donc, on a la possibilité maintenant, dans C23, de pouvoir aussi définir un certain nombre d'unités. Par exemple des unités en millisecondes, en microsecondes, etc. Donc je ne rentrerai pas plus dans le détail, vous irez voir, mais vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui est assez pratique et aussi qui existe dans pas mal d'autres langages maintenant. Donc comment dire la ligne suivante, ça permet d'imprimer XY, de voir un petit peu ce que ça fait. Un des mots-clés aussi que j'étais super content d'avoir en C++ 11, à partir de C++ 11, c'est const-expr. Const-expr. Mais qu'est-ce donc que cette petite chose vous connaissiez les constantes. Const int n égale 10. Donc, sauf que une constante comment je dirais, elle a quelque part, elle peut être réservée quelque part en mémoire. Const int n, donc c'est-à-dire je peux avoir un entier n qui vaut 10 qui est réservé quelque part en mémoire. Const expr va beaucoup plus loin. Const expr permet de définir une expression totalement constante qui prendra 0 espace en mémoire, qui prendra et dont on ne pourra pas mettre un pointeur dessus parce qu'elle n'a aucune existence dans la mémoire. Voilà. Donc par exemple, const expr int n égale 10, ça veut dire que lorsque le compilateur va passer dessus et qu'il applique un certain nombre d'optimisations dessus, il ne va pas réserver d'espace en mémoire pour n, mais il va continuer à propager la valeur 10 pour n, plus loin dans le code et remplacer n par 10 exactement partout où c'est utilisé. Ça revient un petit peu à la même chose à un dièse define, mais en plus puissant, parce que le dièse define, ça reste une macro définition qui est employée par le préprocesseur, mais sur lequel on n'a pas les notions réellement de type, on n'a pas réellement des notions qui sont vraiment prises en charge par le compilateur. Donc c'est vraiment dans la phase avant la compilation que les dièse define sont utilisés. Là, c'est vraiment intégré au niveau du langage. Ça revient un petit peu à faire comme une sorte de dièse define, mais vraiment utilisé au niveau du langage C. Et donc, il va pouvoir permettre de garantir qu'une expression est toujours constante. Const-expr, ça veut dire que l'expression qui va être définie const-expr est toujours constante et qu'elle renvoie toujours une valeur constante. Et ça, c'est super bien. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'apporter une information au compilateur qui est intéressante, de dire ce que je suis en train de te passer, c'est forcément constant. Donc tu en connais la valeur à l'instant T. Donc tu peux effectuer un certain nombre d'optimisations que normalement, dans certains cas, tu ne pourrais pas faire parce que tu as toujours un doute sur le fait que la valeur est constante. Par exemple, si tu as un pointeur sur une valeur const, quelque part dans la mémoire, bah, tu ne peux pas prédéterminer sa valeur.
Parce que, en fait, tu ne connais pas la portée du const et tu ne sais pas à combien c'est défini. Si tu avais const int n, quelque part, externe const int n, bah, tu ne sais pas quelle est la valeur de n. Donc, tu ne peux pas faire un certain nombre d'optimisations. Le const exp te permet de dire n vaut une certaine valeur, cette valeur, elle est définie à la compilation, et tu peux exploiter cette information pour pouvoir faire plein d'optimisations. Salut Ogrimus, bienvenue. Tu te permets, ça fait bizarre de te voir sur Twitch. Ah bah écoute, ça fait bizarre. Ok, super. Bah écoute, moi ça me fait super plaisir que tu sois là, donc bienvenue. Là on est en train de parler du futur C23 qui est à venir normalement très bientôt. Je mets des gros guillemets avec ça parce qu'il n'en finit pas d'arriver. Voilà, donc le const exp, c'est quelque chose que j'utilise énormément lorsque je fais du C++ parce que ça permet vraiment, on peut avoir aussi des fonctions const exp, donc des fonctions qui sont définies, qui sont totalement inlinées et qui sont calculées à la compilation par le compilateur, et le compilateur va en déterminer le résultat et n'utiliser que le résultat. Donc ça permet de faire des optimisations à la compilation qui sont super intéressantes. Et const exp int n égale 10, on aurait pu mettre const exp int n égale sinus de quelque chose multiplié par 12 divisé par 25 ou je sais pas trop quoi, et le compilateur il va calculer la valeur à la compilation, et si la valeur ne peut pas être calculée à la compilation, ça veut dire que l'expression n'est pas de type, elle n'est pas réellement constante, et donc il générera une erreur et donc il arrêtera la compilation. Et ça c'est bien parce que vraiment quand il sait déterminer la valeur à l'avance et qu'on veut lui indiquer que cette valeur elle est forcément déterminée à l'avance, mais que ce soit par une expression ou une valeur, il va faire plein d'optimisations super intéressantes. Voilà. Autre chose, le static assert. Le static assert était déjà implémenté donc dans le C11 au travers d'une sorte de définition de préprocesseur. Là, c'est directement intégré au niveau du langage. Le static assert va permettre de dire, lorsque je compile mon code, je veux m'assurer, je fais une assertion, je veux m'assurer que telle valeur vaut bien telle autre valeur, ou que telle constante vaut bien telle valeur. Donc le static assert, c'est un peu comme le assert, sauf que le assert est exécuté dynamiquement. Le static assert, ça rejoint le const exp dont j'ai parlé au-dessus. Il va essayer de déterminer ici, dans l'expression qu'on lui passe, il va déterminer la valeur. C'est comme un diésif def, hein, c'est la même chose, hein. Et cette valeur, il va effectuer donc l'opération de comparaison qu'on lui indiquera, et si ça ne répond pas, nous affichera une erreur dans le terminal et dira par exemple si n ne vaut pas 10, il dira n must be 10. Voilà, et ça c'est intéressant. Donc le static assert permet aussi de garantir que lorsqu'on va compiler un projet, il y a un certain nombre de préconditions à la compilation qui vont faire que on va garantir que, par exemple, on peut dire static assert size of de char égale 1. Je veux m'assurer à la compilation que le size of d'un char vaut 1 octet. Et s'il ne vaut pas 1 octet, croyez-moi, dans des vieilles architectures, le char ne valait pas 1 octet. S'il ne vaut pas 1 octet, j'arrête la compilation. Et ça, c'est bien parce que ça permet d'éviter de se baser sur des outils extérieurs ou sur le préprocesseur. Là, ça se fait réellement à la compilation et ça permet de pouvoir faire des choses extrêmement puissantes. On a cette fois-ci aussi l'introduction d'un vrai booléen, bool A de crochet N, avec, comme en C++, dont la taille du bool est complètement implémentation dépendant, et on a un vrai true, on a un vrai false, et on a un vrai booléen cette fois-ci, avec ses règles de calcul, et ça c'est plutôt cool. Donc je trouve ça plutôt intéressant d'avoir tout ça. Voilà, je vous ai présenté très rapidement par rapport à ce tweet. Je trouve que ce tweet était extrêmement synthétique mais très intéressant dans le sens où il permet vraiment de mettre un petit peu le coup de projecteur sur les choses qui sont vraiment intéressantes à venir. Il y a plein d'autres choses qui viennent, hein. Je vais vous montrer après sur une autre page, il y a plein d'autres choses à venir, mais vraiment les choses qui sont super intéressantes et qui sont extrêmement empruntées au C++ depuis sa version 11. Alors franchement, si Ken Thompson et Dennis Ritchie avaient su ça à l'époque où ils ont conçu le langage C, ou en tout cas quand le C++ a commencé à arriver, je pense qu'ils feraient wow. Alors je dirais que Ken Thompson il peut toujours le faire parce qu'il est toujours vivant, hein. Dennis Ritchie malheureusement nous a quittés de mémoire en 2011 à l'âge de 70 ans. Je parle de Ken Thompson et de Dennis Ritchie et je ne parle pas de Brian Kernighan pour la simple et bonne raison, c'est que Brian Kernighan n'est pas le concepteur ou un des concepteurs du langage C. Il a contribué un petit peu au langage C, mais par contre c'est celui qui a écrit le fameux livre Langage C,
donc le fameux Kernighan et Ritchie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Brian Kernighan est quelqu'un qui un enseignant assez incroyable, quelqu'un qui sait vraiment transmettre la connaissance de façon très claire, très concise. C'est vraiment quelqu'un qui sait transmettre la connaissance, et c'est pourquoi il était énormément appelé dans les laboratoires, dans les Bell Labs à l'époque, justement pour pouvoir faire de la documentation ou faire des conférences pour un petit peu démystifier certains concepts, certains sujets, parce que c'était quelqu'un qui savait expliquer les choses de façon extrêmement limpide. Et c'est pourquoi donc le livre Langage C a été écrit par Kernighan et aussi Ritchie, Dennis Ritchie, qui était donc le co-concepteur du langage C. Il a des concepts vraiment plus, vraiment le concepteur du langage C. Et par contre, le langage C a été conçu donc par Ken Thompson et Dennis Ritchie. Et je rappelle, si je refais un petit bond dans le temps, donc les prémices d'Unix, c'est fin des années 60, 68, 69, 70, par là. Et le langage C est arrivé réellement en 1972, si ma mémoire est exacte. Si je dis des bêtises, hein, vous me corrigez, n'hésitez pas surtout à corriger. J'ai pas forcément toutes les dates en tête parce que j'ai une mémoire de poisson rouge aussi. Mais voilà, donc ce qu'il faut voir, c'est que le langage C finalement a inspiré le C++ au début des années 80, comme quand Björn Stroutup en début des années 80, c'était vers 82-83, a commencé à travailler sur le C++, et qui à l'époque s'appelait C with Classes, donc il rajoutait la notion de classe et de programmation orientée objet sur le C. Eh ben, on n'aurait jamais imaginé finalement que ce standard évoluerait vers C++ 11, puis 14, puis 17, etc., puis C++ 20, et que certaines choses qui ont été intégrées dans le langage C++ finalement sont rétrofitées là dans C23, et je trouve ça plutôt intéressant. On voit que finalement il y a une sorte de cercle vertueux qui est en train de se faire, parce qu'il y a vraiment les choses que je viens de vous présenter en C23 sont super intéressantes, et toutes celles et ceux qui font du C++ à partir de C++ 11, en tout cas le standard minimum aujourd'hui c'est C++ 14 qui corrige un certain nombre de petits défauts de C++ 11. Tout ce que je vous ai présenté là, c'est des choses que moi j'utilise tous les jours et que j'étais tellement content que ça arrive, mais tellement, et qui on se dit mais pourquoi on a vécu sans dans le standard C depuis si longtemps. Voilà, donc je vais vous partager à l'écran avant qu'on switch chez l'ami Titi Moby. Donc là je suis sur CPP référence, qui est la référence de C++, mais sur lequel aussi ils amènent les références des standards du langage C. Je vais zoomer un petit peu, hop. Donc ils retirent, donc là c'est une vue à peu près du working draft de C23, et donc ils refont un petit peu un résumé de tout ce qui est retiré, de tout ce qui est déprécié, etc. Donc là, par exemple, dans ce qui est retiré, réellement, officiellement, c'est les Old Style Declaration et Definitions, donc c'est-à-dire avant, je rappelle que les définitions en C, je vais essayer de vous afficher ça à l'écran avec un petit Vim. Zou. Voilà. Hop. Voici ma fenêtre. Je vais agrandir un petit peu le texte. Avant, quand on définissait une fonction Toto, aujourd'hui, on définit une fonction Toto comme ça, avec les paramètres. Hop, toc. Mince, pardon, je tape très mal. Zoo int Toto avec int Tata, par exemple. Ça, c'est la fonction moderne, on va dire, de définition d'une fonction. Avant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se définissait comme ça. Voilà, hop, int Tata. Voilà, ça se définissait comme ça. Donc ça, c'était comme ça hein, à l'époque, et donc ces trucs-là ont perduré, ça a commencé à être, ça a été standardisé, l'ANSI C89, patati patata, et là maintenant, bon, plus personne n'écrit le C comme ça, parce que ça posait plein de problèmes, donc c'est enfin retiré du standard. Voilà. Donc Fabien, j'ai vérifié, le quart sur un PDB-9 c'est 9 bits. Oui, bah tout à fait, d'ailleurs nous en avions parlé Fabien, toi et moi, lorsqu'on avait fait notre conférence sur la représentation des nombres en informatique, où j'avais annoncé à nos auditoires à l'époque, quand on a fait la conf, que un octet, un byte n'a pas toujours fait 8 bits. Et un byte, ça signifie une bouchée, littéralement, et une bouchée qui pouvait faire 6 bits, 8 bits, 9 bits, 15 bits, en fonction de l'architecture. Alors qu'un octet, on entend oct comme octal, donc ça signifie 8, un octet fait toujours 8 bits. Voilà. Par contre, un byte, c'est différent de octet.
Ça, c'est pour la petite info historique. Voilà, donc il y a la représentation des nombres autre que le complément A2 qui est retiré, puisque ça c'est pareil, c'était pas spécifié dans le langage à la base. Maintenant on part du principe que tout est en complément A2. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses, hein. Il y a un certain nombre de choses là qui sont retirées, des choses qui sont dépréciées. Je parlais du stdnoreturn.h, donc c'est quelque chose qui a été intégré dans les versions intermédiaires, je crois C11 du langage, qui sont retirés. Il y a le noReturn, l'attribut noReturn qui a été retiré et donc qui est remplacé par les crochet noReturn, donc les annotations de fonctions, etc. Ce qui dans les nouvelles features du langage, les big decimals. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a caractère constant 8. On a donc les séparateurs de digits. Ça, c'est super intéressant. L'empty initializer qui était déjà utilisé, par exemple, dans GCC et ces langues comme extension du langage, mais qui n'était pas standardisé réellement. Donc les différents attributs, hein, deprecated, false true, maybe unused, no discard, no return, reproductible, unsequenced. Ça c'est intéressant. Ça, c'est ceux qui ne savent pas, un jour dans un live on refera un petit peu le point là-dessus et à quoi ça sert, mais on en reparlera. Voilà, les paramètres non nommés dans les fonctions, ça c'était quelque chose qui était supporté par le C++ depuis très 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 longtemps, de dire bon bah voilà, j'ai un paramètre, le deuxième paramètre de ma fonction c'est un int, mais comme je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas lui mettre de nom. Voilà. Donc ça, pour le coup, donc ce sera, on verra par exemple ma fonction toto, entre parenthèses int paramètre 1, virgule int parenthèse, en disant, bon bah voilà, le deuxième paramètre, je m'en sers pas, donc je le discarde automatiquement. Il est passé, mais il n'est pas utilisé. Voilà. La partie thread local, donc qui devient un vrai mot-clé du langage et non plus un define quelque part, avec une implémentation dans un header, le static assert, le nul PTR, ah oui pareil, alors ça c'est super intéressant, ça a été intégré aussi à partir de C++ 11, c'est-à-dire nul dans le sens N-U-L-L en majuscule, aujourd'hui c'est une valeur qui vaut 0 ou void étoile de 0, en fonction de sa définition si on est ancien en C++. Là il a été défini depuis C++ 11 d'avoir un vrai type nul PTR-T, un type qui permet de représenter un pointeur nul et avec la valeur nul PTR qui est dépendant de l'implémentation de l'architecture et du compilateur qui va l'utiliser, mais qui va lui permettre qui va nous permettre d'éviter d'avoir un DS-define qui fait si on est en C++, alors nul, la définition de nul vaut 0, sinon en C elle vaut void étoile de 0. Donc ça posait pas mal de problèmes, sachant que voilà, c'est nul PTR, on dit que c'est 0, c'est par convention, mais finalement ça pourrait valoir n'importe quelle autre valeur. Et donc nul PTR, c'est une constante qui est spéciale au nul PTR type. Et donc ça permet de définir un pointeur nul. Voilà, ça permet de faire pas mal de choses assez intéressantes. Le true ou false, j'en ai parlé. Quelques nouvelles directives de préprocesseur. Et voilà, donc il y a pas mal de choses. Et puis bon, je vous passe toutes les nouveautés dans les librairies, dans les bibliothèques. Le std8 qui arrive. Un certain nombre de choses qui sont vraiment standardisées par POSIX et tout ça, donc qui arrivent. Voilà, donc il y a plein de choses qui arrivent. Et c'est plutôt pas mal. En termes de support, je crois qu'LLVM ne supporte pas encore tout ça. GCC13 supporte une grande partie du standard. Vous pouvez l'utiliser donc en installant GCC13 sur votre machine, ou vous pouvez l'utiliser avec Compiler Explorer sur le site de Compiler Explorer, hein, Godbolt, Godbolt. Je vais l'afficher à l'écran. Je rappelle Compiler Explorer qui est le meilleur outil du monde pour moi. Donc vous voyez, j'avais fait le test pour vous avec le constexpr. Là je dis constexpr, voilà ce que ça génère comme sans optimisation comme code assembleur. Et si je passe en optimisation avancée, on voit que par exemple je définis constexpr int x égale 3, int y égale 7, je fais constexpr int z égale x fois y, et lorsque j'appelle le printf, on voit bien que 3 fois 7 ça fait 21, et donc il me le passe directement ici, 21 en tant que constante, et pas, il réserve pas en mémoire de l'espace pour x, pour y, et puis pour z qui est la multiplication, il fait directement ça, et donc ça permet, dans du code qui est très complexe, croyez-moi, ça permet de faire de grosses différences. Donc dans Compiler Explorer, vous pouvez utiliser GCC 13.2, et donc commencer à utiliser les fonctionnalités du langage C
23 en utilisant -std égale C2X, puisque tant que le standard n'a pas été validé, ça restera C2X, ça veut dire que c'est le standard C23 à venir, ou C20 quelque chose à venir, et lorsque ce sera validé par les comités de normalisation, on aura un flag-std égale C23. Voilà, j'ai plutôt pas mal drifté, pas mal évoqué ce que je voulais évoquer avec vous. Je crois qu'on va aller faire un petit tour sur le live de Titimobi. Je ne sais pas ce qu'il nous a préparé pour aujourd'hui, mais on va aller découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, je vais mettre le replay sur YouTube avec les liens pour que vous puissiez aller voir et tout ça. N'hésitez pas après à partager le live et tout ça pour que les gens puissent voir un petit peu de quoi il en retourne. Et puis moi je vais vous souhaiter une excellente semaine. J'espère qu'elle sera bonne pour vous. En tout cas, moi j'espère qu'elle sera un peu moins dense que celle de la semaine dernière. On se retrouve dans tous les cas normalement la semaine prochaine pour un nouveau live. J'ai un petit sujet en tête, mais je vous garde ça encore un petit peu secret. Je vous partagerai ça sur Twitter et Blue Sky. Voilà, je vous fais plein de bisous. On va faire le petit raid qui va bien, si j'y arrive. /raid Mobi. Il a peut-être pas lancé son live encore. Non, c'est moi ou... Ah si, le raid a été créé, ça y est, c'est moi qui avais mal tapé. Donc le raid est parti, moi je vous fais plein de bisous. Allez, à ciao ciao, bye bye, on bascule chez Thierry.